C'est codé. Merci. Bonjour. 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 Oui, mais oui, ça a mis bien, tu vois. Là, c'est vraiment un truc de notes. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs. La customisation est super. Ça marche pas très bien. Tu veux installer Ah, mais c'était déjà installé. En fait, même si c'était pas déjà installé, mais je sais que nous, on a tous d'autres personnes dans ma chaîne. Ça dépend de l'astro. Ah, un fois que Ça te fait pas engueuler. il faut savoir que... Non, c'est pour savoir que... Est-ce que vous pensez qu'il manque des personnes? Oui. Deux personnes. Deux personnes. Ok. Vous avez une longue journée aujourd'hui. Hein. Vous aviez cours ce matin aussi. Donc bienvenue, et en plus vous êtes à la fin de votre cursus. Je pense qu'il vous reste encore 2 jours aujourd'hui. Parfait. Donc je suis ravi, je vais me présenter juste après, mais je suis ravi en tout cas d'intervenir. Je vois que vous avez un vidéoprojecteur aussi de l'autre côté, donc ça va. Donc je suis ravi d'intervenir dans cette formation pour vous parler de questionnaires en fait, liés à l'expérience utilisateur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer ce que c'est qu'un questionnaire en fait, comment c'est structuré, mais ça vous savez à peu près. Et surtout, je vais vous présenter, pas de souci, on vient de commencer. Bonjour. Je vais vous présenter quelques questionnaires qui sont vraiment les plus importants, les questionnaires clés dans le domaine de l'utilisabilité et du X. Voilà. Peut-être que dans le cadre d'autres cours, on vous en a parlé un petit peu. En tout cas, peut-être que certains vous diront quelque chose. Pour commencer par me présenter, donc moi je m'appelle Guillaume Grenier, j'ai un bagage en psychologie, psychologie ergonomie. J'ai un doctorat là-dedans qui date depuis quasiment 20 ans, là 2016, 18 ans. Je travaille dans un centre de recherche au Luxembourg qui s'appelle le Luxembourg Institute of Science and Technology. C'est un centre de recherche appliqué, donc on n'est pas l'université, on ne fait pas partie de l'université, on est un gros centre de recherche, on est environ 800 et on travaille sur en fait, le développement de technologies un peu innovantes. Donc il y a plein d'exemples, mais j'ai récemment travaillé sur les véhicules autonomes,
toujours dans une perspective bien sûr d'approche liée à l'expérience utilisateur, et notamment comment voilà, les piétons pourraient percevoir les véhicules autonomes s'ils arrivaient dans nos rues d'ici peut-être 15 ans, 20 ans, peut-être jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a simulé du coup des véhicules autonomes et on a observé comment le piéton vivait cette expérience, sachant que donc si le véhicule est sans conducteur, eh ben, il n'y a pas d'indication visuelle avec le conducteur qui nous permet de savoir si on peut traverser, s'il nous a vus, s'il est attentif, etc., s'il va vraiment nous laisser traverser sans redémarrer. En fait, il se pose plein de problématiques comme ça. Donc c'est un exemple de projet, mais je travaille sur bien d'autres projets, notamment sur les changements de comportement aussi beaucoup, pour des comportements plus responsables du point de vue de l'environnement. Actuellement, c'est la grande thématique. Voilà. Donc je me suis orienté après mon diplôme d'ergonomie petit à petit vers l'expérience utilisateur. Et puis j'ai coécrit un livre dont vous a peut-être parlé, qui s'appelle Méthode de design UX. Je ne vous en parle pas pour le vendre, mais je vous en parle parce qu'une partie de ce cours, vous le retrouverez dans ce livre, même si j'étends en fait et j'approfondis le chapitre qu'il y a sur les questionnaires UX qu'il y a dans ce livre. Donc je coécris bien sûr avec Karine Lallemand. On est ici en fait, ce schéma-là, on vous l'a sûrement aussi présenté d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas on est ici dans l'évaluation, et du coup ce qu'on va voir c'est comment les questionnaires ils vont vous aider à évaluer l'expérience de l'utilisateur. Du point de vue quantitatif, en fait c'est ça le questionnaire, ça va être une manière d'avoir un chiffre, d'avoir un score, que vous allez pouvoir du coup exploiter pour communiquer auprès de votre client, auprès de votre direction, auprès d'un service. Souvent ça aide d'avoir un score, d'avoir des graphiques, d'avoir quelque chose qui est un peu tangible. Même si bien sûr ça s'articule toujours selon moi avec des données plus qualitatives, comme les tests utilisateurs par exemple. Voilà. Les questionnaires, je vais en reparler, mais on est dans une approche auto-administrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une enquête où on va lire en fait les questions à l'utilisateur, mais en fait on va lui soit transmettre un lien vers un questionnaire en ligne, soit lui remettre un questionnaire papier. Voilà, il va y avoir plusieurs moyens, mais c'est en tout cas à l'utilisateur de répondre aux items, aux questions qui lui sont posées, et de répondre aussi en fonction de ce que lui va comprendre. Donc on va en reparler, mais les questionnaires que je vais vous proposer sont des questionnaires qui ont été validés scientifiquement et qui du coup ont l'avantage de vous assurer que vous mesurez bien l'utilisabilité ou l'expérience utilisateur. Alors, je vais tourner mon écran comme ça, je saurai un peu ce qui vient après. Justement, c'est quoi un questionnaire validé scientifiquement, ce qu'on appelle un questionnaire standardisé? C'est quoi la différence avec un questionnaire standardisé et un questionnaire que l'on peut construire par soi-même en fait? Alors, j'en reparlerai un tout petit peu, mais il y a toute une démarche qui est assez bien structurée, assez bien définie pour définir un questionnaire, pour concevoir un questionnaire, mais qui est assez longue, assez coûteuse, et du coup, en fait, l'objectif de ce cours, c'est de vous encourager plutôt à prendre des questionnaires qui existent déjà, ça vous évite le travail d'en reconcevoir. Mais libre à vous, il n'y a pas de souci pour vous. Alors, il y a beaucoup de questionnaires qu'on trouve en ligne auxquels vous êtes confrontés. Moi, je pense que je suis comme vous. Je reçois très souvent un mail ou, je sais pas, ça peut être un SMS, etc., où on me demande mon avis. Voilà, votre avis nous intéresse, votre opinion compte, etc., etc. Et il y a beaucoup de questionnaires qui sont en fait très biaisés, qui poussent une réponse et qui du coup ne garantissent pas que vous obtenez une réponse qui soit fiable en fait, qui soit la plus valide possible. Ce questionnaire-là, j'en parlerai pas, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, le NPS. C'est, peut-être que vous l'avez déjà vu d'une façon ou d'une autre, mais c'est ce questionnaire très classique où on demande sur une échelle de 0 à 10 si on serait prêt à recommander un produit ou un service auprès d'un ami, d'un collègue, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été défini scientifiquement, avec une échelle de 0 à 10 et avec un mode de calcul particulier. Donc, en fait, on va détecter, c'est plutôt orienté marketing, c'est pour ça que je ne veux pas du tout en parler du point de vue de l'UX, même si
y a des recherches qui ont montré que le score à ce questionnaire-là était extrêmement corrélé à d'autres questionnaires qui portent sur l'utilisabilité. Donc, il y en a qui disent qu'il ne faut surtout pas l'utiliser, mais en fait, scientifiquement, on sait que ça va mesurer quelque chose très proche de l'utilisabilité. Donc, ça peut quand même être, dans certains cas, utilisé pour des mesures de l'UX, de manière générale. Mais ce questionnaire-là, c'est pour vous illustrer, hein, il a un mode de calcul particulier, c'est-à-dire qu'on va identifier certaines catégories de scores qui vont permettre d'identifier trois profils, en fait, trois publics, ceux qui sont les détracteurs du produit, qui vont un peu le démolir, soit ceux qui sont neutres, qui ne se positionnent pas, qui disent bah, voilà, je ne le recommanderais pas, mais je le recommanderais aussi peut-être, et puis ceux qui vont en fait soutenir le produit. Et dans cette échelle, du coup, quand on a une échelle présentée avec des couleurs comme ici, on oriente énormément la réponse du sujet, bien sûr. On lui dit que 9-10, c'est plutôt bien, c'est comme ça que ça va être interprété. Orange, là, entre 3 et 8, c'est pas terrible. Et après, rouge, c'est vraiment pas bon. Et en fait, ça, il ne faut pas faire ça, ce genre de choses. Parce que vous n'allez pas avoir, en fait, une réponse fiable. Vous allez avoir une réponse qui va être complètement orientée et vous ne saurez pas, en fait, si votre produit, il est bien perçu ou pas, si les personnes le recommanderaient ou pas. Donc il y en a beaucoup, hein, des questionnaires comme ça, il y a beaucoup d'orientation sur ce type de questionnaire. Ici, c'est exactement la même chose. C'est pas les mêmes, c'est les mêmes couleurs, mais pas sur les mêmes chiffres. Mais ça montre du coup que il y a vraiment un problème de fiabilité. Ici, c'est pour le site de la FNAC, hein, donc voilà, là aussi de manière très courante, ça manque de fiabilité. Ce que je veux vous illustrer par là, c'est que des questionnaires qui sont faits maison, comme celui-là également, eh bien, ils ne vous garantiront pas forcément que vous allez avoir une réponse qui va vous permettre de savoir si, par exemple, je sais pas, la structure du site est bien comprise, ou appréciée, si les personnes sont satisfaites du moteur de recherche, etc. En fait, vous allez avoir une indication, mais est-ce qu'elle est fiable? Et bien ça, il y a toute une démarche qui vous permet de le savoir, et c'est pour ça que ces questionnaires standardisés existent. Ils ont été construits et validés pour prouver que la manière dont ils ont été construits, les questions qui sont posées, elles sont fiables. Elles ont été ajustées, etc., affinées, jusqu'à ce qu'elles mesurent bien ce que c'est censé mesurer. Si vous avez des questions à un moment donné, là je vois que c'est une échelle de 1 à 6, et c'est souvent une question qu'on me pose, est-ce que c'est bien d'utiliser des échelles impaires? Donc ici, si on a une échelle de 1 à 5, on a un milieu en fait, imaginez, de 1 à 5, au milieu on aurait 3 qui est une réponse neutre, et de 1 à 6, en fait on force le sujet à se positionner sur je suis plutôt d'accord ou je suis plutôt pas d'accord. Voilà. Ça c'est une grande question. Si vous la posez, je vous spoil tout de suite la réponse. Tous les questionnaires, ou quasiment tous, sont structurés sur des échelles impaires. C'est démontré en fait qu'il vaut mieux, dans une approche tournée vers l'humain, en psychologie, en ergonomie, en UX, il vaut mieux avoir un milieu neutre où la personne va se positionner si elle ne comprend pas bien la question, ou si elle ne sait pas trop comment y répondre. Il vaut mieux lui laisser cette option-là plutôt que la forcer à choisir, ce qui va biaiser aussi le résultat. Ouais. Mais dans ce cas-là, il y a le je ne sais pas justement. Alors absolument, il y a je ne sais pas, mais je ne sais pas, c'est pas la même chose que une valeur médiane. Je ne sais pas, c'est du coup je sais pas quoi répondre. Et si la personne est mitigée entre je comprends la question, je sais quoi répondre, mais ça dépend. Voilà. Et c'est pas mieux d'avoir les deux du coup? Alors si, il y a des questionnaires effectivement où il y a les deux, c'est-à-dire il y a un milieu, une échelle impaire, et un je ne sais pas ou non applicable. Ouais. Absolument. Ouais, c'est mieux. Alors pour rendre ce cours un petit peu plus sexy, parce qu'on va parler de questionnaires et c'est pas toujours hyper passionnant, même si moi ça me passionne bien sûr, j'ai inséré quelques images, en plus j'ai fait une présentation, enfin, c'est pour ça que j'ai inséré quelques images de films, parce que j'ai dû faire une présentation sur les questionnaires et le thème c'était le cinéma. Et c'était pour une entreprise, voilà. Le thème de la journée c'était cinéma, mais il fallait parler de questionnaire UX. Et en fait, du coup, j'ai fait d'autres choses, mais j'ai notamment inséré des images de films
Et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Ça voilà, vous permet de faire un peu de rappel. Pour expliquer ce qu'est un questionnaire standardisé, eh ben, on va faire appel à une métaphore qui n'est pas de moi, qui est d'un auteur qui s'appelle Chapanis, qui en fait dit, imaginez qu'on soit face à 2 tireurs d'élite. Et il y a un tireur d'élite qui tire presque toujours au même endroit, mais en dehors du milieu de la cible. Et puis un autre, il tire autour du milieu de la cible, mais pas toujours au même endroit. C'est très dispersé. Donc, ok. Ici, on a peu d'erreurs variables, il y a peu de variations. Et ici, on a plus de variations, mais c'est plus autour du centre. Chapanis, en fait, demande simplement quel est le tireur qui sera le plus facile à corriger, en fait, et qui sera du coup le plus performant. À votre avis, le A ou le B? Le A, en fait. Le A, il tire bien, mais si on lui dit il faut se décaler un peu, eh ben, il va rester, il sera plus performant, ça sera plus facile quelque part que de faire en sorte que le tireur B tire plus de manière groupée. Et en fait, par cette métaphore, il illustre 2 concepts qui sont les concepts clés d'un questionnaire standardisé. C'est la fidélité et c'est la validité, en fait. D'un côté, le summum, on va dire que la fidélité, c'est quand on tire au même endroit, au même espace, sur un espace assez condensé. Ça, c'est la fidélité. Et la validité, c'est tirer dans le mille, au milieu de la cible. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Non. Non. Je sais. Oui, je sais. Je vais vous les donner, je les ai transmis parce qu'ils m'ont demandé de les transmettre par avance. Et ça, j'ai rajouté ça à la dernière minute. Enfin, pas là, il y a 1 heure, mais hier ou avant-hier. Donc, bien sûr, vous aurez les slides mis à jour. Vous inquiétez pas, vous avez 98% qui sera exactement les slides que... Pour l'instant, j'ai introduit ça un peu différemment que ce que j'avais prévu, mais les autres questionnaires que vous avez dans les slides, que vous avez, ça sera les mêmes. Voilà. Mais absolument. Donc voilà. Donc l'idée, en fait, c'est ça, c'est la fidélité d'un questionnaire, c'est s'assurer que les items, les questions qu'on pose, elles tirent, c'est-à-dire elles ciblent quelque chose qui est commun. Et il y a en fait des analyses statistiques qui permettent de voir s'il y a un item qui est compris complètement différemment des autres. Et ça arrive. Et dans ce cas-là, c'est souvent un item qu'on va soit reformuler, soit éjecter de notre questionnaire. Et la validité, c'est de s'assurer que le questionnaire, eh bien, il tire, c'est-à-dire il mesure ce qu'il est censé mesurer. Donc, par exemple, on peut mesurer, l'expérience utilisateur de point de vue général. Eh bien, on va s'assurer que les questions qu'on pose, ou nos items, eh bien, ça va mesurer l'expérience utilisateur du point de vue général. Si on veut mesurer l'utilisabilité sur certains concepts, satisfaction, efficacité, efficience, eh bien, on va s'assurer que ça mesure bien ces concepts-là. Si on veut mesurer l'esthétique, on va aussi s'assurer que ça mesure bien l'esthétique d'un site web, par exemple, etc. Donc, c'est ces 2 concepts qui sont articulés. Bien sûr, il y a toute une construction et toute une démarche scientifique qui permet, c'est celle-ci, qui est ce qu'on appelle le paradigme de Churchill, qui permet en fait de construire un questionnaire. Et puis, c'est une démarche assez centrée utilisateur, parce que régulièrement, auprès des utilisateurs, on fait des validations, mais après avec des analyses statistiques. Voilà. Et ça, c'est juste pour information, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire qu'il y a toute une démarche qui est pas, je ne vais pas dire longue, ça dépend. Ce qui est souvent le plus compliqué, c'est de trouver des personnes, suffisamment de répondants aux différentes itérations, sachant qu'il en faut parfois 300, 400, 500 personnes par itération, et on a parfois 3-4 itérations. Donc ça fait 1500, 2000 personnes à interroger. Ça va jusque là maintenant? Ok. Alors, ces questionnaires,
ils peuvent être utilisés dans plein de cadres. J'en reparlerai un petit peu après, mais moi je les trouve particulièrement pertinents dans cette espèce de toolbox, hein, de boîte, qui est le test utilisateur. C'est Nicolas Goyer, je pense, qui vous a présenté les tests utilisateurs. Et en tout cas, moi personnellement, après un test utilisateur, à la fin, je clôt mon test par la passation d'un ou deux questionnaires. Voilà, ça dépend de ce que je veux mesurer. Mais ça permet du coup d'avoir non seulement des données de nos utilisateurs un peu plus qualitatives, on va dire, du test, mais aussi des données plus quantitatives avec des scores en utilisant le questionnaire. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut faire aussi un questionnaire si on a un échantillon qui est petit, on va dire 5 personnes, 8 personnes, c'est pertinent de le faire aussi? Alors oui, là l'échantillonnage effectivement, si vous voulez commencer à procéder à des analyses statistiques un peu avancées, on sait qu'il faut minimum 30 personnes. Ouais. Maintenant, dans le cadre de la vie de tous les jours et des tests que vous ferez, c'est rare qu'on ait 30 utilisateurs. On fait ça sur 5, 10 maximum, 15, c'est génial. Donc, les questionnaires, ils fonctionnent aussi avec des petits échantillons. Alors, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir généraliser à l'ensemble, je sais pas, d'une entreprise, etc., si vous interrogez 5 personnes, mais vous aurez quand même une indication. Ça reste quand même fiable. Voilà. Et l'objectif, c'est pas que vous fassiez non plus des recherches sur les questionnaires, mais que vous puissiez avoir justement, que vous puissiez vous en servir dans votre pratique. Donc moi, je suis plutôt très pragmatique. Donc si vous avez même 2-3 utilisateurs, eh ben, ça n'empêche pas de leur faire passer un questionnaire. Vous avez à la fin quelque chose que vous allez pouvoir comparer aussi, hein, ce j'en parlerai, que vous allez pouvoir comparer avec, entre différents, je sais pas, prototypes, ou entre différentes populations, ou entre avant, après, etc. Avant, après, c'est-à-dire avant, je sais pas, l'implémentation d'une nouvelle fonctionnalité ou quelque chose comme ça. Pour terminer sur ces questionnaires standardisés, un questionnaire, comme ça, je reprends un vocabulaire qu'on va utiliser maintenant tout au long de ce cours. Un questionnaire, ça comprend une ou plusieurs dimensions. Et une dimension, en fait, ça mesure le questionnaire, il mesure un concept général, et une dimension, ça mesure un sous-concept. Donc, je ne sais pas, je pense à un questionnaire qu'on va voir qui s'appelle l'attractif, qui mesure l'expérience utilisateur du point de vue général. Et pour mesurer l'expérience utilisateur du point de vue général, il y a une dimension qui mesure les qualités pragmatiques, c'est-à-dire, on va dire, l'utilisabilité, une autre dimension qui mesure des qualités hédoniques, etc. Et enfin, chaque dimension, elle est mesurée par plusieurs items, généralement. Oui, je réfléchis si j'ai des questionnaires à un item. Je ne vous en présenterai pas parce que il y en a quasiment pas. Il en existe, mais si vous reprenez la métaphore du tireur d'élite, plus vous allez avoir d'items, plus vous allez avoir de tirs, plus vous allez être garanti que, déjà, vous êtes sûr de tirer dans le mille, au centre de la cible, mais surtout, si vous tirez à côté, avec une balle, peut-être que les autres, elles vont être plus dans le centre de la cible, et du coup, la balle qui est un peu à côté, c'est pas très grave. Vous allez les rattraper, vous allez rattraper votre tir par les autres tirs. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez qu'un seul item, généralement, ça peut vous arriver, enfin c'est souvent le cas, c'est pour ça qu'il y a très peu de questionnaires avec un item, c'est que vous pouvez en fait mesurer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez mesurer, parce que l'item n'est pas bien compris, pour des tas de raisons. Donc plus on a d'items, plus on est sûr d'être fidèle en fait. Ouais. Mais on risque pas de fatiguer l'utilisateur avec trop d'items? Alors si, souvent on cherche un compromis entre quels sont le nombre d'items dont j'ai besoin pour mesurer ce que je suis censé mesurer. Et en fait, il y a donc des analyses statistiques, avec, par exemple, un alpha de Cranbach, enfin, c'est des analyses, voilà. Et on sait, les items, ils convergent bien. Et si on en retire, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tout d'un coup, je perds de ma fidélité ou pas? Et en fait, petit à petit, on vient affiner, et à un moment donné, on voit qu'il y a un seuil critique où
on risque de ne pas vraiment bien mesurer ce qu'on veut mesurer. Et dans ce cas-là, on s'arrête, on se dit, voilà, ce nombre d'items-là, il est parfait. Donc il y a des questionnaires où par dimension, il y a 3 items. C'est souvent le cas, 3-4 items. Il y a un questionnaire que je vous présenterai, que le System Usability Scale, qui a 10 items, mais il n'a qu'une seule dimension, il a 10 items. Donc lui, il est très très fidèle, parce que même s'il y a un item qui n'est pas bien compris, les autres vont rattraper en fait. Voilà. Donc si, évidemment, plus il y a d'items, plus ça va être lourd pour l'utilisateur. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter les questionnaires avec parfois peu d'items, parfois plus, et puis il faudra choisir. Il y a des versions courtes de certains questionnaires. Voilà. Mais c'est sûr que c'est un facteur à prendre en compte. Ouais. Pour terminer également, à quoi ça va vous servir ce questionnaire? Les questionnaires, ils vont vous servir soit à avoir un score comme ça, qui va être interprétable. Voilà, mon système il est bon, il n'est pas bon, il a une valeur plutôt moyenne ou plutôt excellente, etc. Ou alors ça va vous permettre de comparer plusieurs versions de votre système que vous faites évoluer, plusieurs maquettes, par exemple. Ça peut être 2-3 itérations, souvent on n'en fait pas beaucoup plus. Vous pouvez aussi faire un benchmark entre différents sites web, par exemple. Donc pour vous comparer à la concurrence, je sais pas, vous faites un site de commerce et vous vous dites, je vais me comparer avec le site de la FNAC ou Amazon, etc. Où est-ce que je me positionne? Donc là, les scores, vous pouvez les comparer. Et ça peut servir aussi notamment, mais il y a plein d'autres cas, mais ça peut aussi servir à comparer des profils d'utilisateurs différents. Moi, je fais souvent ça, c'est souvent ce qui m'est demandé. Voilà, on a par exemple une cible de jeunes, une cible de personnes plus âgées. Est-ce qu'ils apprécient le système qu'on leur propose, l'application mobile par exemple, de la même façon? Parfois oui, parfois non. Voilà. Mais du coup, ces scores, ça permet une comparaison. Ok. Je vous pose la question en fait que j'aurais dû vous poser au début. Est-ce que vous utilisez ou est-ce que vous avez déjà utilisé des questionnaires dans votre pratique, dans une pratique particulière ou peut-être dans un projet? Ouais. Oui. Alors on va lever la main ceux qui ont déjà utilisé. Pas mal. C'est à peu près la moitié, je dirais un peu plus même. Qu'est-ce que vous avez utilisé du coup comme questionnaire? Google Form, absolument. Mais du coup, est-ce que vous avez utilisé un questionnaire UX particulier? Non? Alors du coup, peut-être que ma question n'était pas bonne. Qui a utilisé un questionnaire UX en fait? Il y a moins de mains. Pardon, effectivement, oui, c'est vrai que je parlais de questionnaire, mais c'est sûr que les questionnaires pour mesurer, je sais pas, des usages ou faire des enquêtes de profilage ou des choses comme ça, ouais, ou de satisfaction de manière générale. Ouais. J'ai utilisé le screener survey juste pour identifier des personnes pour puis faire l'entretien de besoin. Oui, absolument. Ça, c'est utile pour construire des personas. Absolument. L'analyse des besoins. Ouais. Si je parle trop vite, du coup, n'hésitez pas à me dire. Ça va? Et du coup, dans le fond, ceux qui ont levé la main pour les questionnaires, UX, satisfaction plutôt? Oui. Après, il faut savoir comment un site internet a été la compréhension des informations sur un site internet. Ouais. Je me suis basé sur ChatGPT. Pour avoir des questions? Pour avoir des questions, j'ai simulé que j'étais un intervieweur. C'est malin. Absolument. Je ne sais pas s'il a la notion de fidélité et de validité, mais ça aide, bien sûr. Et vous? D'accord. Ok. D'accord. Vous avez oublié le nom? Si à un moment donné je vous en présente et vous dites c'est celui-là, vous me direz. Ça va. Ok. On va voir si on s'entend ou pas. Oui, il y a une manifestation là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis passé à travers tout à l'heure.
Alors, la question qui suit, c'est maintenant que vous savez à peu près ce que c'est qu'un questionnaire standardisé, comment il est construit, mais même si je ne suis pas du tout rentré dans les détails, mais je pense que vous avez compris qu'il y a une démarche en fait scientifique derrière, très statistique en fait. C'est beaucoup de tests statistiques qui permettent de savoir, voilà, est-ce qu'il est fidèle, est-ce qu'il est valide. Eh bien, la grande question c'est quel questionnaire choisir. Je suis en train de faire, enfin ça fait quelques mois maintenant, de référencer tous les questionnaires qui touchent à l'expérience utilisateur de manière générale. Et en fait, j'en ai référencé une centaine de questionnaires qui touchent l'expérience utilisateur. Mais il y en a qui sont dédiés, je sais pas, à l'expérience utilisateur des robots, l'expérience utilisateur de l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Mais il en existe à peu près une centaine de construits scientifiquement. Donc la grande question souvent c'est quel questionnaire je vais utiliser. C'est un peu un labyrinthe. Il y a des choix à faire. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de vous aider dans ce cours, c'est vous aider à faire des choix. En tout cas, vous présenter quels sont, selon moi, les plus importants. Et puis ceux qui sont les plus utilisés. Et après, ça sera à vous de choisir et d'utiliser les questionnaires dans votre pratique, généralement qui vous semblent je sais pas, les plus pertinents bien sûr par rapport à votre étude, mais aussi les questionnaires avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Et ça c'est important, c'est comme tous les outils, si on vous donne un tournevis et que vous n'aimez pas le manche du tournevis, vous ne serez jamais à l'aise. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un tournevis où, c'est peut-être pas le meilleur des meilleurs, mais vous êtes bien avec lui. Et de toute façon, tout ce que je vous présente ici, ce sera de bons tournevis. Donc il n'y a pas de souci. On fera... je vous le dis aussi, dans les questionnaires que je vais vous présenter, j'ai prévu des petits fascicules à vous distribuer. Vous en aurez chacun un, avec dedans les questionnaires, la plupart des questionnaires que l'on verra, pour vous exercer à les analyser. Alors, il y a des questionnaires, comme je vous l'ai dit, qui sont très généraux, qui mesurent l'expérience utilisateur ou l'utilisabilité. Il y a des questionnaires qui sont très ciblés pour le site web, pour une application mobile, pour, comme je vous l'ai dit, un robot, l'intelligence artificielle, etc. Donc déjà là, ça peut aider dans le choix. Il y a des questionnaires qui sont très longs. Il y en a qui comportent une centaine d'items. Donc souvent, ceux qui comportent beaucoup d'items, ils mesurent plein de choses. Ils mesurent, je pense à un questionnaire, ils mesurent la qualité des icônes, la qualité des couleurs d'une interface, etc. C'est le WAMI, j'en parlerai pas de ce questionnaire. Pour moi, il est trop long. Il y a des questionnaires très courts, à 2 items. C'est le plus court que je vais vous présenter. Mais je vous ai dit qu'il y en avait quelques-uns, je pense à 3 questionnaires en particulier, qui n'ont qu'un seul item. Et ça pose le problème, vous avez compris, de la fidélité. Et en général, les questionnaires, ils comportent 15-20 items à peu près, parce qu'au-delà, ça devient assez lourd pour l'utilisateur. Et avec 15-20 items, on arrive déjà à mesurer plusieurs dimensions. Et généralement, ceux qui ont conçu les questionnaires, ils aiment bien mesurer plusieurs dimensions. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu que j'ai extrait du livre que j'ai co-rédigé avec Karine. Mais, comme je vous l'ai dit, en fait, il en existe beaucoup plus. Il y en a qui sont gratuits, la plupart sont gratuits parce qu'ils ont été construits scientifiquement, donc il y a une publication, en fait, et la plupart des publications, je pense que vous y avez accès, même non, je suis en train de me dire, des publications qui sont beaucoup, en fait, qui sont payantes, sauf si on a un accès universitaire, mais peut-être que vous avez un accès universitaire, on peut toujours les trouver un peu par-ci, par-là, sur Internet, et il y en a qui sont vraiment, les auteurs ont parfois développé un service autour des questionnaires, donc il y en a, ils sont vraiment payants. Mais ceux que je vais vous présenter, ils sont en libre accès. C'est souvent l'intérêt. Ça, c'est les questionnaires qui sont plutôt orientés utilisabilité, et ça, c'est les questionnaires qui sont plutôt orientés UX. Il y en a beaucoup moins de questionnaires qui viennent mesurer l'expérience utilisateur, l'expérience hédonique en fait. Beaucoup moins. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au premier questionnaire ? Est-ce que vous pourriez expliquer la partie fidélité justement ? La partie fidélité ? Ouais. Oui, bien sûr. En fait,
la fidélité, c'est vraiment pour votre, j'ai envie de dire, votre compréhension des choses, votre culture, parce que c'est, après, vous pouvez très bien utiliser un questionnaire sans comprendre ou utiliser ce concept-là. Et la fidélité, ça va garantir, en fait, ça va être une mesure du questionnaire qui va vous garantir que les items, les questions de votre questionnaire, les items, mesurent le même concept. Ils convergent en fait, hein, c'est ce qu'on appelle en plus la validité convergente, ils convergent vers la même chose en fait. Et c'est vraiment cette illustration des cibles, c'est les tirs qui sont groupés. Les items, ils mesurent la même chose. Et dans les analyses statistiques, en fait, comme je vous l'ai dit, quand il y a un item qui est différent des autres, souvent on le retire. Voilà. On essaye d'avoir des items qui sont vraiment les plus groupés possibles. À un moment donné, le paradoxe, c'est que si on a trop d'items qui sont groupés, et ça j'en reparlerai, on peut se demander à quoi ça sert d'en avoir autant en fait. S'ils sont tous, ils mesurent la même chose. Voilà. C'est pour ça que quand un questionnaire, quand il y a trop de questions qui mesurent la même chose, on essaye d'en éliminer quand même quelques-unes. Voilà. Ça c'est la fidélité. Et donc la validité, c'est mesurer ce qu'on est censé mesurer. En fait, c'est ce qu'on appelle statistiquement la validité de construit. C'est si on veut mesurer l'utilisabilité, on est sûr qu'on va mesurer l'utilisabilité. Ouais. Comment on se compare à la concurrence si on n'a pas de données de la concurrence du coup? Quand on n'a pas de données quand on utilise un questionnaire? Oui, par exemple, je fais un entretien et à la fin, ou un test utilisateur est en phase exploratoire, et à la fin, je décide de faire un questionnaire. Oui. Donc ça, c'est un avantage que je peux donner à mes clients, c'est de se comparer par rapport à la concurrence, mais du coup, par rapport à quoi? Ouais. Alors. Comment je peux dire, voilà, on est mieux que eux sur l'échelle de, je sais pas, l'application. Absolument. Je ne sais pas si dans le fond vous avez entendu. Non. Je répète simplement, c'est votre question, c'est comment on peut, si je fais passer un questionnaire à une population, à mes utilisateurs, comment je peux me comparer à la concurrence si il n'y a pas de score à la concurrence en fait. En fait, je ne peux pas. Du coup, je ne peux pas le comparer. Il y a des questionnaires, je vais vous en présenter au moins un, je pense à un, mais il y en a peut-être d'autres, je ne les ai plus en tête, mais qui ont tellement été utilisés qu'il y a plein de scores liés à la concurrence. Donc vous êtes en mesure de vous positionner par rapport à des produits concurrents. Alors peut-être pas des choses qui ne sont pas très connues, mais des choses connues, vous êtes capable de vous positionner. Et c'est sûr que si vous n'avez pas de score de la concurrence, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Par contre, vous pouvez savoir si votre score, pour la plupart des questionnaires, si votre score est bon ou pas bon. C'est déjà ça. Mais donc, ce n'est pas systématique. La comparaison avec la concurrence, ce n'est pas systématique. Ok. Je termine juste sur la fidélité pour que ce soit bien clair. Pour savoir si un questionnaire est fidèle, statistiquement, on peut se demander comment je suis sûr de mesurer l'utilisabilité si je fais un questionnaire sur l'utilisabilité. Et en fait, je vais le comparer avec un autre questionnaire qui mesure l'utilisabilité. Et ça, ok. Souvent, en plus, on ne mesure pas exactement la même chose d'un autre questionnaire. Donc, on va voir si on s'approche d'un concept, en fait, assez le plus proche possible. Ou au contraire, si, je ne sais pas, je pense à des questionnaires, je vais prendre un exemple plus caricatural. Si je m'intéresse au bien-être, je vais comparer ça avec un questionnaire qui mesure le mal-être. Et je vais m'attendre, et je vais voir si ça mesure deux choses opposées ou pas du tout. Si ça mesure deux choses opposées, bien-être, mal-être, c'est bien. Si ça mesure la même chose, c'est que j'ai un problème avec mon questionnaire. D'autres questions peut-être avant qu'on passe au premier questionnaire? Non? Non? Parfait. Parfait. On fera une pause. On fera même deux, enfin on verra. Alors, je commence par le premier questionnaire. Le premier questionnaire, alors là, c'est vraiment un grand classique. J'ai repris l'image d'Iron Man parce que c'est vraiment celui qui est le plus fidèle, le plus robuste, le plus utilisé. C'est le System Usability Scale, le SUS. Je vais vous le présenter, mais
là aussi, peut-être que certains, ou peut-être qu'on vous en a parlé de ce SUS, System Usability Scale. Ouais? Ça vous dit non? Oui? Alors, dans quel cadre on vous en a parlé du coup? Ici dans la formation? Il me semble que c'était ici. Oh, c'est possible. Parce que c'est un grand classique. Ok. C'est possible. Franchement, le System Usability Scale, c'est vraiment l'incontournable. C'est celui qui est le plus utilisé dans le monde. Il y a des centaines et des centaines de recherches d'utilisation du SUS. Il a été défini il y a très longtemps maintenant, 96, ça remonte à près de 30 ans. Il a été un petit peu ajusté. Il a été construit au début, vraiment c'était un des tout premiers, un peu dans une approche quick and dirty, pour une passation rapide, pour recueillir l'avis. Mais en fait, il est extrêmement valide, donc les items convergent et vous êtes sûr de mesurer l'utilisabilité, la facilité d'utilisation perçue avec ce questionnaire-là. Il a 10 items, donc c'est beaucoup, c'est pour ça qu'il est très fidèle, maintenant vous avez compris, il a beaucoup de balles, c'est un tireur d'élite qui a beaucoup de balles, et les balles tirent toutes au même endroit. Donc, voilà, vous êtes sûr d'atteindre votre cible, et il y a un item sur deux qui est inversé. Alors ça, je vais vous expliquer ce que c'est, même si je n'ai pas fait de partie spécifique à l'item inversé. Des items inversés, est-ce que vous voyez ce que c'est en fait? Non. Ouais, oui et non. Alors ceux qui savent du coup, comment vous diriez? Qu'est-ce que c'est pour vous un item inversé? Ouais? Bah, c'est des items qui globalement mesurent la même chose mais pas dans le même sens. Par exemple, j'ai pas d'exemple. Par exemple, on imaginer un item qui est formulé de la même manière mais qui 5 et 1 valent la même chose en fait. En termes de score. Ouais. Absolument. Allez-y si vous voulez compléter. Pour moi, c'était aussi peut-être dans la façon de le formuler, que ce soit une fois négatif, une fois positif dans la formulation, mais pour pas justement influencer le répondant, avoir toujours un type de formulation. Absolument. Oui. Alors, c'est vrai que le problème des questionnaires, du coup je reprends un petit peu, mais je reprends ce que vous avez dit parce que c'est pertinent. Le problème des questionnaires, c'est que si vous avez 10 questions, eh ben, il y a plein de biais de réponses dont je ne parlerai pas, mais il y a le principal biais, c'est le biais d'acquiescement. C'est-à-dire que la personne, elle répond plutôt oui à vos questions, et puis elle va cocher aussi les réponses extrêmes, donc tout sur la droite, tchac, 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 tchac. Et puis à un moment donné, elle ne lit plus vraiment vos questions, et elle coche. Et bah, ça, du coup, ça vous embête, parce que si la personne ne lit plus les questions, bah, vous n'allez plus vraiment mesurer ce que vous voulez mesurer. Donc, l'item inversé, c'est une sorte de petit piège, entre guillemets, c'est-à-dire que la question ou l'item, il est formulé à la négative, ou alors il utilise un terme qui est inverse des autres, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, bah voilà, je trouve ce système facile à utiliser, si je coche 5 tout à fait d'accord, bah c'est très positif. Et l'item inversé, le petit piège qu'on va insérer dans le questionnaire, c'est, bah, par exemple, je trouve ce système très difficile à utiliser. Là, on est sur un terme inverse, un antonyme. Et là, du coup, ben, si je coche 5, ça va être très négatif. Et donc, on s'attend à ce que si la personne d'un côté a dit que c'était très facile à utiliser, et ben, quand on lui demande si c'est très difficile, elle va dire pas du tout d'accord. Elle va dire, bah non, c'est pas difficile du tout. Ouais. Il n'y a pas un risque que l'utilisateur soit un peu ennuyé que ce soit répétitif? Clairement, alors les items inversés, ça sert à ça. Ça sert à éviter justement que la personne elle coche tout à droite. Et si vous avez un item inversé dans votre questionnaire et que la personne, vous voyez qu'elle a coché exactement partout de la même façon, bah, vous pouvez vous dire, bon, c'est un utilisateur que je ne prends pas en compte, il n'a pas lu en fait les items. Ça, pas de souci. Vous l'excluez sans aucun remords. Par contre, c'est vrai que les items inversés, ça pose des soucis. C'est très controversé. Du point de vue statistique, il y a plein d'auteurs qui disent faut pas les utiliser. Mais ça, c'est si un jour vous construisez votre propre questionnaire, vous savez que les items inversés, ça pose pas mal de biais. Ça pose des biais, notamment de compréhension. Si on s'adresse à des personnes qui ne parlent pas très bien la langue cible, eh ben, elles vont tomber dans le piège, elles ne vont pas comprendre la subtilité en fait. Et elles vont être de bonne volonté, mais elles vont se tromper dans la réponse. Ouais.
Et il y a d'autres choses, d'autres aspects. Donc, mais les questionnaires que je vous présente ici, certains ont des items inversés. Celui-là, il a un item inversé sur 2. Il ne faut pas se poser de questions, il faut l'utiliser comme ça en fait. Voilà. Mais vous savez ce que c'est qu'un item inversé. Un item inversé, après, il va falloir le traiter, sauf pour ce questionnaire, où il y a un traitement particulier, mais je vous en parlerai après, il faut les traiter, du coup, il faut les remettre dans le bon sens. S'ils sont inversés, il faut les mettre dans le sens classique, normal. Donc ce questionnaire-là, un item sur 2 est inversé, donc c'est dire, voilà, je voudrais utiliser fréquemment ce système, ben, je coche 5, c'est très positif. Ce système est inutilement complexe, c'est très négatif, je coche 1, mais on sent déjà inutilement complexe, c'est pas toujours évident à comprendre, etc. J'en profite aussi, avant que j'oublie, les questionnaires que je vais vous présenter, c'est souvent des questionnaires qui viennent de la langue anglaise, c'est souvent des anglo-saxons qui les ont construits, et la traduction d'un questionnaire, ça fait aussi l'objet en fait de toute une démarche statistique. Et les traductions que je vous propose, en tout cas pour la plupart, elles ont été validées scientifiquement, donc je vous invite à les utiliser comme ça en fait. À chaque fois je vous ai mis une référence, moi je travaille beaucoup là-dessus, donc il y a pas mal de références à moi, mais c'est pas à nouveau pour me jeter des fleurs, c'est juste que si vous les utilisez comme ça, vous êtes sûr que la traduction est bonne. Si par contre, parce que j'ai déjà travaillé avec des anciens stagiaires, étudiants, des précédentes promotions, si à un moment donné ça vous intéresse de faire des versions de ces questionnaires, par exemple en flamand, et ben moi je suis tout à fait preneur pour vous aider dans la démarche de validation de votre traduction. Voilà. Parce que il y a, à ma connaissance, très peu, mais vraiment très peu, peut-être 1 ou 2% des questionnaires qui sont traduits en néerlandais. C'est la même. Voilà. Très peu. Après, généralement, l'anglais pose moins de soucis qu'aux francophones. Donc, comment on fait avec ce questionnaire-là? Ce questionnaire-là, son gros avantage déjà, c'est qu'il est très fidèle. Il mesure vraiment l'utilisabilité. Il est très facile à comprendre. Je ne vous ai pas lu les items, mais vous les découvrirez. Il y a généralement très peu de soucis de compréhension des items. Et il a un mode de calcul qui vous permet d'avoir un score de 0 à 100. Et ça, c'est assez sympa. Ça vous donne une échelle, du coup, qui est assez fine, de 0 à 100. Comment ça se passe? Pour tous les items impairs, il y a un mode de calcul qui est un peu particulier, mais si vous êtes un tout petit peu familiarisé avec Excel, vous allez faire une petite feuille Excel avec un petit mode de calcul automatique et à la fin, vous serez tranquille. Tous les items impairs, donc 1, 3, 5, 7, 9, il faut faire le score qui a été coché, de 1 pas du tout d'accord à 5 tout à fait d'accord. Il faut soustraire 1 à ce score. Je vous donnerai un exemple après. Pour tous les items pairs, qui sont des items inversés, mais peu importe, 2, 4, 6, 8, 10, il faut faire 5 moins le score qui a été coché. Vous additionnez ces nouveaux scores et vous les multipliez par 2,5. Donc, pas besoin de comprendre pourquoi, en fait c'est hyper logique, mais pas besoin de comprendre pourquoi. Vous appliquez simplement ce mode de calcul et vous avez un score qui va de 0 à 100. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est bleu, c'est des items impairs. Je fais le score moins 1, donc j'ai coché 4 ici, ça me donne 3. J'ai coché 2, ça me donne 1, etc. Les items en blanc, c'est des items pairs, donc je fais 5 moins le score. Donc 5 moins 3, ça me fait 2. 5 moins 1 ici, ça me fait 4, etc. J'additionne tout ça, ça me fait 28, et je multiplie 28 par 2,5, et ça me donne un chiffre qui va de 0 à 100. Magique presque. Et ce questionnaire-là, son avantage, c'est qu'il a été tellement utilisé qu'il y a eu beaucoup de recherches qui se sont intéressées au sens qu'il a. Et ça, c'est une analyse, une graduation, où on sait que en fonction du score, on peut dire que le système que vous évaluez, le site web, ça s'applique à n'importe quoi, un logiciel interne, un intranet, un site web, une application mobile, etc. N'importe quoi. Vous savez qu'un système, à partir de 86, il est jugé excellent. Un système en dessous de 25,
j'ai jamais vu ça, mais c'est la catastrophe pour vous, il faut tout revoir. C'est en dessous de pire imaginable. Et vous voyez d'ailleurs que les utilisateurs, ils sont toujours un peu positifs. Ici, c'est donc une analyse qui a porté sur des centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Et le pire imaginable pour les utilisateurs, c'est 25, c'est pas 0. Alors que le meilleur imaginable, c'est 100. Donc c'est très rare d'avoir des scores en dessous de 25. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, dans les recherches qu'il y a eu, ils se sont amusés quelque part à tester des produits très courants, donc des systèmes très courants, l'iPhone. Alors c'est une recherche qui date de 2013, donc il y a une dizaine d'années. Donc l'iPhone, il ne ressemblait pas à l'iPhone d'aujourd'hui, hein, mais Gmail, Google, l'iPhone, PowerPoint, Word, etc. Ils ont mesuré tout ça et ils ont obtenu un score qui va ici. Alors ils n'ont pas mis l'échelle de 0 à 100 parce qu'il n'y avait rien qui était en dessous de 50, donc ils ont pris de 50 à 100 et c'est exactement la même chose. On a à nouveau bon, excellent, meilleur imaginable. Et donc, parmi les systèmes classiques, Excel, c'est vraiment celui qui est le moins bien évalué. Mais c'est normal, c'est le plus expert, en général. Voilà. Donc, le système Usability Scale, le SUS, très pratique parce que vous avez un score que vous pouvez interpréter, en fait. Vous pouvez revenir sur cette échelle-là et dire, OK, moi, mon système, il est évalué à 65. C'est pas encore très très bon. Vous allez pouvoir comparer différentes populations, etc. Je me demande si j'ai des exemples, mais non, pas ici. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que ça va pour ce questionnaire, en fait? J'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on peut faire ce type de questionnaire après le user test? Absolument. Absolument. Moi, je l'utilise, je vais vous dire, quasiment tout le temps après un user test. Parce que avec les clients, quand je leur présente ça, avec une flèche pour leur produit, tout de suite ils comprennent. Et ils ne me disent pas oui, mais ça veut dire quoi, etc. Bon, voilà. On sait que c'est bien ou pas bien, c'est tout. Donc oui. Et 10 items, il faut généralement compter environ 20 secondes par item. Donc le système Usability Scale en 3 minutes 30, il est complété. Donc c'est assez rapide. On va utiliser ce questionnaire au départ, avant de faire un travail de manipulation, de refaire par la suite. Très bonne idée. Comme ça, vous voyez effectivement l'évolution. Est-ce que vous avez amélioré votre produit ou pas? Ça veut dire que dans ce cas-là, on doit travailler avec d'autres utilisateurs à ce qu'on étape. Il ne faut pas que les gens aient l'habitude de travailler avec le même questionnaire ou ils peuvent pas avoir l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Non, vous pouvez utiliser la même population, vous pouvez leur demander autant de fois, en fait, si bien sûr vous leur présentez un produit différent, mais il est tellement fidèle qu'il est très sensible. Il est très sensible au changement, en fait, au changement dans le produit. Donc si vous ajoutez même une fonctionnalité, il n'y aura pas d'effet de je me souviens que j'ai coché ces scores-là, etc. Il n'y a pas d'habituation avec ce questionnaire. Donc c'est une très bonne idée de le faire plusieurs fois. D'autres questions peut-être? Petite question, Ouais. c'est uniquement pour mesurer les caractéristiques pragmatiques, c'est ça? Absolument. C'est vraiment un questionnaire d'utilisabilité. Donc il va mesurer en fait le concept d'utilisabilité selon la norme qu'on vous a sûrement présentée, c'est-à-dire l'utilisabilité avec la satisfaction générale, l'efficacité et l'efficience. Et il y a un peu d'utilité dedans. Voilà. Et c'est les grands concepts c'est vraiment l'utilisabilité au sens général qui est mesuré. Et pas du tout l'expérience émotionnelle. Ouais. Si, j'ai un exemple après que je vous présenterai. Du coup, pour résumer, l'avantage, il est qu'il est court, c'est qu'il est fiable, il est fidèle, donc ça c'est bien, les scores sont interprétables. L'inconvénient, c'est un petit inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'items qui sont un petit peu redondants. Donc votre utilisateur, parfois, il va vous dire « Ah oui, mais vous m'avez déjà posé la question là ». Parce que bien sûr, lui,
même si vous lui dites que c'est un questionnaire qui a été construit comme ça, ben, pour lui, c'est vous qui avez rédigé les questions. Mais c'est pas gênant. Je l'ai fait passer peut-être maintenant des milliers de fois. J'ai jamais eu un utilisateur qui n'a pas répondu à une question en disant ben non, ça va pas. Non, je réponds pas. Ça pose jamais de soucis. Et l'inconvénient de ce questionnaire-là, c'est qu'ok, vous avez un score, mais vous ne savez pas ce qui va et ce qui ne va pas. Vous ne savez pas, ben, pour votre site web par exemple, c'est quoi qui pose problème? Est-ce que c'est la navigation? Est-ce que c'est le contenu? Voilà, vous ne savez pas. Donc à vous, après, par un test utilisateur par exemple, d'identifier ce qui va pas. Mais en soi, le questionnaire ne vous donnera pas de réponse. Ici, je vous présente un exemple du système Usability Scale qui a été, que j'ai soumis à des utilisateurs qui sont des utilisateurs qui devaient utiliser une application bancaire. Et cette banque, qui était la BGL en fait, BGL BNP Paribas, qui a fusionné en je ne sais pas quelle année, 2018 je pense. Ils m'ont demandé en fait de comparer au Luxembourg, parce que vous avez compris que je travaille au Luxembourg. M'ont demandé de comparer des personnes qui arrivaient au Luxembourg. Il y en a beaucoup au Luxembourg, il y a des jeunes, des personnes qui arrivent. Les jeunes actifs, donc vraiment ceux qui avaient moins de 25 ans, qui rentraient dans la vie active. Ceux qui vivaient depuis longtemps au Luxembourg et tout ce qui était profession libérale, comme les médecins. Et du coup, ils m'ont demandé, est-ce que l'application mobile bancaire, donc de la BGL BNP Paribas, comment elle est perçue? Et on voit clairement que, eh bien, les résidents, ceux qui ont en fait la culture, plus la culture luxembourgeoise, eh ben, ils l'apprécient beaucoup. 81, c'est presque excellent. Donc, c'est bien, très très bien. Par contre, on voit que les nouveaux arrivants, et les jeunes actifs, les jeunes, c'est en dessous de bon. C'est pas une application qui les attire en fait. Et effectivement, l'application, je dis l'application, mais en fait c'était le site web. C'était une application, un site web plutôt assez austère, voilà, très cadré, qui n'est pas très fun. Et pour les jeunes, du coup, ok, c'est facile à utiliser, mais et encore, ça reste moyen. Ouais. Donc pour le SUS, on peut poser des questions pour connaître le profil de l'utilisateur qui répond. Alors, on peut comparer des scores par rapport à des profils. Okay. Le SUS, il ne vous permettra pas de différencier les profils, c'est-à-dire que vous ne saurez pas si c'est un jeune, etc. Donc ça, c'est une question que vous posez avant, c'est tout. Okay. Mais après, si vous avez plusieurs personas, par exemple, plusieurs profils d'utilisateurs, vous pouvez dire, voilà, j'en fais passer le SUS et après je différencie leur score. Je fais des moyennes pour cette population-là, cette sous-population. Ouais. Et là, c'était un questionnaire à grande échelle ou c'était après un test utilisateur? C'était après un test, donc c'était à chaque fois sur 8 personnes à peu près. 8 personnes par persona. Donc c'est pas beaucoup. Mais ça suffit pour avoir des comparaisons. On n'est pas dans une validité scientifique, c'est pas l'objectif, c'est d'avoir une indication. Ça marche très bien, on voit tout de suite que là, il y a quand même des écarts importants. Ouais. Il y avait une question peut-être? Ouais. Je vous mentirais si je fais passer à des nouvelles personnes, parce que souvent, une fois que le test est fait, il est fait. En plus, vous travaillez tous plus ou moins, donc généralement, on est toujours pris par les délais, etc. Donc, voilà. Si je prends toujours 8 utilisateurs, parce que je considère que 6, 7, c'est bien. 8, c'est mon petit buffer, mon petit utilisateur que je peux éjecter si vraiment il ne va pas. Donc effectivement, là, je ne sais plus si j'en ai retiré, mais de mémoire, non. Mais ça peut arriver, bien sûr. Et s'il me reste 4 utilisateurs, pourquoi pas? À nouveau, c'est toujours une indication, en fait. Voilà. Toujours une indication. Little Stuart, ou Stuart Little. Alors, ce SUS, effectivement, il est bien, il est sympathique, mais il a 10 items qui mesurent la même chose. Et du coup, il y a un auteur qui a dit,
franchement, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer un peu ce questionnaire pour ne plus avoir ces 10 items? Parce qu'ils mesurent tous la même chose. Donc c'est peut-être un peu beaucoup. Et du coup, il y a ce Usability Metric for User Experience, l'UMUX, qui a été défini, qui est une révision du SUS. C'est comme ça qu'il est défini. Ouais? Juste avant de passer au prochain. Oui? Bien sûr. Vous disiez que le SUS ne permet pas d'identifier les problèmes. Oui. Donc à ce moment-là, on fait quelque chose de complémentaire pour les identifier. Alors oui, si vous voulez identifier les problèmes, ça peut arriver que dans un projet, vous dites, je veux simplement un score. Voilà, je veux simplement savoir si c'est bon ou pas, et c'est tout. Si par contre vous voulez identifier les problèmes, oui, vous allez devoir faire un test utilisateur, une évaluation experte, évaluation heuristique, ou alors utiliser d'autres questionnaires que je vais vous présenter qui permettent d'être beaucoup plus fins sur la manière dont, enfin sur ce qui va et ce qui ne va pas, sur des indicateurs. Et est-ce qu'un mini-entretien, des questions de feedback, c'est réalisable aussi? Oui, ça va vous donner effectivement des entretiens, ça va vous donner des indications, bien sûr. Bien sûr, ouais. Après, vraiment libre à vous d'utiliser d'autres méthodes plus qualitatives du coup. Bien sûr. Ouais. Pas de souci. Donc ici, ce questionnaire, donc il y a un auteur qui a dit, on va réduire le SUS à 4 items pour l'UMUX. Et il y a d'autres auteurs qui ont dit, attendez, vous réduisez à 4 items, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin encore et le réduire à 2 items? Et du coup, ils ont appelé ça l'UX Lite. Et pour tout vous dire, il y en a les mêmes qui ont fait l'UX Lite qui se sont dit, est-ce qu'on ne peut même pas encore faire un questionnaire à un seul item, qu'ils ont appelé l'UMUX Liter. Voilà. Mais on va s'arrêter à l'UMUX Lite. Les auteurs, les chercheurs, ils aiment bien s'amuser à ce genre de choses. Alors donc, l'idée de cet auteur, Finstad, c'est de faire le système Usability Scale. Donc, malgré son appellation, c'est Usability Metric for User Experience, ça ne mesure pas l'expérience utilisateur, ça mesure vraiment l'utilisabilité. Voilà. De la même façon que le SUS, donc c'est-à-dire en fonction de la norme, ISO 9241-11, c'est-à-dire efficacité, efficience, satisfaction et utilité. Voilà. Et donc, il a fait plein d'analyses statistiques, il a reformulé certaines choses. Je vais vous le présenter, je vous le présente tout de suite. Donc, c'est 4 items. Puisqu'il y a moins d'items, eh bien, si on fait... je ne veux pas trop vous perdre, mais c'est simplement, on avait 10 items avant pour le SUS, donc si on faisait le cumul de tous les scores qu'on pouvait avoir, de 1 à 5, on pouvait aller jusque 50, en fait, on avait 50 points. Ici, puisqu'on en a plus que 4, ça va beaucoup moins loin, du coup, il a agrandi l'échelle qui va de 1 à 7, et non plus de 1 à 5. Donc ça aussi, c'est important, il faut toujours utiliser les échelles, c'est-à-dire ici de 1 à 7, telles qu'elles ont été définies pour le questionnaire. Voilà. Donc ici, il y a 4 items. Dans la même philosophie que le SUS, il y a un item sur 2 qui est inversé. Et il y a un mode de calcul, comme pour le SUS, qui est un peu particulier. Il est toujours un peu bizarroïde, mais en même temps, après, quand on s'y penche un peu, il est logique. Tous les items impairs ont fait le score moins 1. Tous les scores pairs ont fait 7 moins le score. On additionne tout ça, on divise par 24 et on multiplie par 100. Voilà. Et quand on fait ça, eh bien, on a un score qui va de 0 à 100. Tout simplement. Donc là, à nouveau, pas besoin de forcément de comprendre. On applique simplement la formule. Voilà. Et donc, l'UMUX Lite, il ressemble à ça. Eux, ils se sont dit, on va supprimer les items inversés. Et du coup, il n'y a plus que 2 items qui sont exactement les mêmes que l'UMUX, mais uniquement donc ceux qui sont non inversés. Voilà, ceux qui sont formulés de façon positive. Le système est facile à utiliser, ce système répond à mes besoins. Basta, vous avez 2 items et ça mesure l'utilisabilité. Voilà. À nouveau, moins vous avez d'items, plus ça peut être dangereux du point de vue de la fidélité.
Mais c'est validé scientifiquement. Il y a des références dessus, donc aucun souci. Puisqu'il n'y a plus que 2 items pour l'Unix Lite, le mode de calcul est un peu différent. Vous faites toujours le score -1. Il n'y a que 2 items normaux, donc vous faites le score -1. Vous additionnez ces 2 scores, vous divisez par 12 et vous multipliez par 100. Et vous avez du coup un score global qui va de 0 à 100 et que vous pouvez utiliser, je reviens rapidement, que vous pouvez utiliser avec cette échelle du SUS, puisque c'est 2 questionnaires qui ont été construits sur la base du SUS. Donc vous pouvez réutiliser ce mode d'analyse. Il n'y a aucun souci. Les auteurs le disent d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est une autre façon. Moi j'aime bien le SUS parce que je suis sûr de mesurer ce que je veux mesurer. Oui. Linux et Linux Lite, il n'y a pas des problèmes de fiabilité ou de validité, je ne sais pas trop, mais Alors, comparé au SUS? Un petit peu plus, c'est sûr. Mais il reste de bonne qualité de manière générale. Ok, donc c'est bien de proposer ça pour les utilisateurs, on va dire, qui sont pressés, si on sait qu'ils ont... Absolument. Pas le temps, okay. Exactement. Imaginez des personnes pressées, des personnes que vous interrogez sur le lieu de travail, des personnes où vous avez déjà posé plein d'autres questions, peut-être d'autres questionnaires, et bien vous vous dites, bon, je veux quand même avoir une mesure de l'utilisabilité, et bien j'utilise ça. Ça, en 1 minute, c'est rempli. Donc, ouais. Parmi les 3 questionnaires que vous avez montrés, y a-t-il une marge d'erreur en pourcentage avec... Ah. Pourquoi je pose la question? Parce que oui. Les 2 questions, c'est comme 50-50 et l'autre, c'est 25%. Et ici, le débit question, c'est du 100%. Quoi. Et je me posais s'il n'y avait pas une marge d'erreur entre ces 3. Il y a un coefficient de... je ne sais pas. Oui. Alors, déjà, je ne suis pas sûr de comprendre l'histoire du pourcentage. Quand je dis pourcentage, je laisse que par rapport aux 10 questions, ouais. je peux prendre 10 bons exemples réels, si je peux dire ainsi. Ouais. Mais la concentration à 4 questions fait qu'il y a une partie qui est un peu laissée pour compte, bien qui est peut-être. Oui. Et vu qu'on revient à 2 questions, ça peut faire comme si c'était 50-50. Quoi. Et donc il y a une bonne partie qu'on pourrait pas en tenir compte, vu qu'il n'y a que 2 questions ou bien 4 questions. Ah oui, je vois. Vous voulez dire par rapport à ce qu'on mesure. Oui. Est-ce que je ne vais pas passer à côté de choses liées à l'utilisabilité? Pour les auteurs, non. Ils disent que non, ça mesure l'utilisabilité, ils les ont comparés, etc. Par contre, ce qui va poser souci, c'est... imaginez une échelle physique sur laquelle vous montez. Avec le SUS, vous avez 10 barreaux. Maintenant, vous avez une autre échelle où vous avez que 4 barreaux ou 2 barreaux. Alors, soit vous voulez monter 4 mètres et du coup les barreaux vont être très espacés, soit vous allez garder la même distance entre les barreaux et vous allez faire un petit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez beaucoup plus de finesse, en fait, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de variations quand vous avez des questions. Donc le System Usability Score, le SUS, avec 10 questions, vous allez avoir des choses très différentes d'un utilisateur à l'autre. Mais moins vous allez avoir de questions, plus il va y avoir en fait des réponses qui seront très très communes en fait. Mais en termes de passer à côté de problèmes, ça normalement non. Les questionnaires sont du coup valides. Ils mesurent bien l'utilisabilité. Ouais. Ouais. I want to ask in English, but you Yes, can you answer can. in French. Okay. Can I use only one methodology, the SUS, and that's it for my research? Because I find this complex a lot. In the beginning, like if I want to conduct a research, can I use just like one methodology and that's it? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les questionnaires. Vous allez choisir un questionnaire en fait. Donc je vous donne des outils, mais là je vous présente 3 tournevis. Vous prenez un seul tournevis. What's the best you think we can use? For me, the System Usability Scale. Donc le meilleur, c'est le SUS. Pour moi, c'est celui que j'utilise le plus, à nouveau parce qu'il est très fin. Ouais. Voilà. Et il est rapide à faire passer malgré tout. Et ça m'est arrivé de faire passer l'UMUX
quand vraiment j'avais beaucoup de questions, quand, je sais pas, je pense à une enquête qu'on a fait avec un client, et c'était une grande enquête, on posait plein de choses, et à un moment donné, on s'est dit, on va s'intéresser aussi à l'utilisabilité, mais il y avait déjà beaucoup de questions, et là on s'est dit, allez, on prend que Linux, au moins on le mesure, ça sera moins fin, mais on le mesure quand même. Donc bien sûr, n'utilisez qu'un seul, parmi les trois là, n'utilisez qu'un seul. D'autres questions peut-être? Ok. Est-ce que vous voulez faire une pause? Oui, on va faire une pause. Ah bah, je vous écoute. Oui.